Bonjour Clément Beaune, Bonjour. merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, la question que je pose chaque dimanche à tous les invités de cette émission, c'est qu'est-ce que représente la République pour vous, Clément Beaune? Une chance de vivre ensemble, de pouvoir s'élever, se sortir soit d'un milieu, soit d'une condition, et d'avoir une liberté de choix, de vie, et d'être ensemble dans cet esprit exigeant, parce que j'associe beaucoup la laïcité à la République, ça ne la résume pas, mais ça en fait partie, je crois. Et c'est une forme d'exigence d'être ensemble. Alors, pour commencer cette émission, on va parler un peu de vous, Clément Beaune. Vous êtes quelque part un enfant de la génération Mitterrand, puisque vous êtes né en août 81, quelques mois après la victoire du 10 mai 81. Cette époque, ces années Mitterrand, ça a compté pour vous, Clément Beaune? Oui, beaucoup, parce que c'était le président de ma jeunesse, de mes 14 premières années. Et dans ma famille, on s'intéressait à la politique, sans être actif, mais on était très intéressé par l'actualité politique. Et quand le président de la République, quand François Mitterrand s'exprimait, on le regardait. Mes parents l'aimaient bien, donc il y avait une forme d'attachement. Vos parents étaient socialistes, quoi, quelque part. Oui, mon père avait été militant socialiste. Il n'était plus quand j'étais jeune, mais il était électeur socialiste et mitterrandien. Et donc, pour moi, il y avait à la fois une forme d'autorité. C'était, je me souviens quand j'étais jeune, parce que sans doute on a une image d'enfant, que je trouvais qu'il parlait avec une forme de sagesse, de lenteur. On regardait ses interventions. Moi, ça me fascinait un peu. Et vous étiez tout jeune, alors? J'étais tout jeune. Je comprenais sans doute pas tout, mais il y avait une espèce de respect, d'affection, d'autorité qui s'en dégageait. Et puis, j'avais vraiment l'impression, parce que je suis pris conscience de la vie politique, de l'actualité à la fin des années 80, qu'autour de nous, avec François Mitterrand, mais plus largement en Europe notamment, il se passait quelque chose. Il y avait un mouvement. Donc, c'est le mouvement, c'est après la chute du mur. Mais François Mitterrand, 40 ans après le 10 mai, vous en gardez quelle image? Puisque depuis Mitterrand, vous avez Chirac, Sarkozy, Hollande, maintenant Emmanuel Macron. C'est un président qui aura marqué son temps, l'histoire. L'image rétinienne, si je puis dire, pour moi, c'est Mitterrand et Kohl, la poignée de main. Pas seulement parce que je m'intéresse à l'Europe, mais parce que je trouve qu'elle... Donc la poignée de main à Verdun. La poignée de main à Verdun, en 84, je crois. Parce que, après, dans beaucoup de circonstances, on me l'a décrite, les circonstances, c'était un geste spontané, c'est lui qui l'a initié. Ça représentait... Donc c'est l'Europe, quoi. Donc c'est l'Europe, c'est la réconciliation, c'est littéralement la main tendue, c'est le sens de l'histoire. Moi, ce que je retiens de Mitterrand, c'est le sens de l'histoire. Par la grandeur, la vision de la France, la capacité à avoir cet attachement à la grandeur, à la vision, à la souveraineté, tout en acceptant de surmonter pour lui-même, qui avait été jeune pendant la guerre, on connaît son passé avec ses zones d'ombre aussi, mais qui malgré tout était un enfant de la guerre. Donc c'est les ombres bien et sûr, les lumières. Les ombres et les lumières, parce que j'ai aussi fait partie, c'était un peu mon éveil au Donc, débat politique. Quand on parle d'hommes, on précise les choses. Hein. Bien sûr, la jeunesse française. La jeunesse française, moi, sa rencontre avec Pétain et Bien puis sûr. son amitié avec Bousquet. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'avais, je crois, quand le livre de Pierre Péan est sorti, 12 ou 13 ans. Et donc, sans doute là encore, je ne comprenais pas tout ce qui se jouait, mais je voyais que l'image était écornée, qu'on avait un débat sur l'histoire. Mais malgré tout, je garde quand même, sans illusion, avec lucidité, l'image d'un grand président. Et avec ce sens du temps long, de prendre son temps, de maîtriser les choses qu'il dégageait. C'est lui qui avait eu cette formule. Il faut laisser du temps au temps. Oui. Et alors, ce qui a marqué votre jeunesse, vous le rappeliez il y a quelques instants, c'est la période 89-90, donc avec notamment la chute du mur dans la nuit du 9 novembre 89. Vous en avez quel souvenir? Et puis, c'est peut-être d'ailleurs à partir de ce moment-là que vous êtes vraiment intéressé à l'Europe? Oui, bon, c'est jamais une révélation comme ça sème une graine. Enfin, j'étais tout jeune. Mais j'étais tout jeune, j'avais 8 ans. Absolument, mais j'ai le souvenir, bien sûr, de ces images. On m'expliquait ce qui se passait, je comprenais que c'était important. Pour tout vous dire, mes images politiques de cette période-là, c'est plutôt bizarrement la révolution roumaine. J'ai le souvenir, je crois, Noël 89. Donc le procès Ceausescu et... Oui, la chute, à la violence aussi, mais la chute d'une dictature, la mobilisation populaire, ces images de souffrance, d'une vraie révolution qui avait une sorte de puissance, d'évocation
et d'impression de mouvement massif, de liberté, avec aussi la violence qui s'accompagne. Et qui a débouché sur un faux procès. Qui a débouché sur un faux procès, effectivement, sur l'exécution des fake du news couple d'ailleurs aussi, avec Ceausescu. Timi Soara. Pour moi, 89, c'est d'abord ça. Et puis, vous parliez du mur de Berlin, c'est ensuite, pas tant le novembre 89, dont j'ai un souvenir, pour être honnête, assez vague, personnellement, mais le fait que mes parents m'aient emmené à Berlin l'été 90. Et j'ai vu le mur qui était cassé, encore debout, mais cassé, ouvert. Et donc, vous avez ces images en mémoire? Ah oui, j'ai ces images très claires, ces photos, des bouts de mur d'ailleurs, qu'on a gardés dans la famille. Mes parents, je n'ai pas eu cette envie ou cette intuition qu'il fallait me montrer ce que c'était que, pas encore une capitale, cette ville européenne coupée en deux, déchirée, réouverte. Et tout ce qui s'en accompagnait, les grues qui reconstruisaient déjà un sentiment d'immensité, parce que vous aviez cette zone au milieu de la ville qui s'ouvrait à nouveau. Et là encore, de l'impression qu'il se passait quelque chose, et quelque chose de bon, de positif. Et je crois que vous avez visité d'autres pays, notamment des pays de l'Est et aussi l'Italie à ce moment-là. Oui, parce que mes parents m'emmenaient souvent l'été en voiture, c'était des trajets assez longs, par étapes, vers d'autres pays européens. Donc c'est peut-être comme ça d'ailleurs que, sans que je m'en rende compte à ce moment-là, mon goût de l'Europe, qui, comme dit Steiner, se parcourt à pied. Moi, je le parcourais en voiture, mais je voyais bien qu'à quelques dizaines, centaines de kilomètres tout au plus, on changeait de langue, on changeait un peu d'architecture. Et on changeait quelque part de monde aussi. Et on changeait de monde. J'ai, à l'époque, d'ailleurs, en 90, été encore, puisque la réunification n'était pas faite en Allemagne de l'Est, et j'ai vu ce que c'était que les cantines d'autoroute en Allemagne de l'Est. C'était pas le même monde pour un enfant qui est habitué à l'Ouest, si je puis dire. C'est pas le même monde. Et la Tchécoslovaquie aussi? Tchécoslovaquie, mes parents m'ont emmené en 92 en Tchécoslovaquie, donc après la chute du communisme, mais avant d'ailleurs la partition. J'ai le souvenir d'une Prague encore très, très sombre, très noire, des immeubles qui avaient les impacts d'ailleurs des événements de 68, mais aussi des immeubles pas rénovés, une ville très noire. C'est vrai que ça a changé depuis. Ça a changé beaucoup, et je suis allé aussi à ce moment-là en Hongrie, j'ai eu la même impression, un peu partout en Europe de l'Est. Alors, ensuite 95, fin de l'ère Mitterrand, Clément-Beaune, et début de l'ère Chirac, avec le 16 juillet 95, l'un des moments les plus forts de son mandat présidentiel, avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Vous en avez un souvenir précis, Clément-Beaune? Oui, j'ai le souvenir, là aussi on me l'expliquait sans doute encore, même si j'étais plus âgé, je comprenais mieux, mais il y avait dans ma famille, pour être honnête, l'image, puisqu'on avait beaucoup aimé Mitterrand, que Chirac c'était une autre ère et que c'était un changement qui n'était pas un moment heureux dans ma famille sur le plan personnel et politique. Mais ce discours-là avait donné de la grandeur et une forme de tournant qui, je crois d'ailleurs, quand le président Chirac s'est éteint il y a quelques mois, quand on pense à Jacques Chirac aujourd'hui encore, on pense d'abord au discours du Veldiv. Et je sais les débats que c'est d'ailleurs intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus. À l'époque, une consensus, et on se souvient que Mitterrand n'était pas du tout sur le fait de devoir reconnaître la responsabilité des crimes de Vichy. Oui, parce que ça n'était pas la continuité de la France et de la République. Et ce débat existait à l'époque. Et d'ailleurs, il ne faut pas le caricaturer, il avait des arguments, si je peux dire, pondérés dans les deux sens. Mais néanmoins, Jacques Chirac a fait cet acte qui, je crois, à ce moment-là, 50 ans, 40 ans après la libération, 50 ans pendant après la libération, avait besoin de se poser, de reconnaître aussi, parce que la France devait regarder son passé. On était justement après les révélations du début des années 90, les grands procès, devait faire, je crois, cet acte de rupture avec ses prédécesseurs, de responsabilité et de transmission aussi. C'était une façon de dire, je ne sais pas si c'était l'intention, mais moi, comme jeune, je le prenais comme une forme de responsabilité pour nous. Il fallait comprendre ce qui s'était passé et ne pas le refaire. Alors peut-être que vous avez eu cette réaction aussi parce que vos arrière-grands-parents, les Noroditsky, ont fui l'Ukraine et sont arrivés à Marseille dans les années 1910 à cause des pogroms tsaristes. Ils ont fui l'Ukraine à cause de l'antisémitisme et des massacres tsaristes. Oui, c'est vrai. J'ai une famille, la génération de mes arrière-grands-parents, qui était établie à Odessa, dans ce qui était encore l'Empire russe, mais dans l'Ukraine actuelle, et qui ont fui avant la Révolution, qui ont fui les pogroms, passant par la Méditerranée et l'actuelle Turquie, sont arrivés à Marseille.
Et c'est une histoire, comme la raconte un peu Henri Verneuil dans Méheri, que je trouve un sublime récit. Pour Donc la un parallèle communauté entre les arménienne. Arméniens et les Juifs à ce Ouais, parce moment-là. que c'était des communautés qui fuyaient une persécution, déjà, qui trouvaient refuge en France, avec un grand dénuement. C'était une famille très nombreuse, ils étaient 9 enfants. Certains sont nés en France après leur arrivée, mais la plupart étaient déjà nés. Et qui a trouvé dans la France un espoir immense, qui n'a pas été d'ailleurs déçu, et une exigence là aussi immense. C'est pour ça que je faisais ce lien avec la République. Pour eux, ça voulait dire quelque chose. Et la France, c'était la République française, c'était l'école, c'était la langue. Ils tenaient absolument à ce que leurs enfants ne parlent pas leur langue et apprennent tout de suite à marche forcée le français pour s'intégrer. Parce que vos arrière-grands-parents parlaient le russe et le yiddish. Le yiddish, oui. Et à la maison, Je crois qu'entre eux, ils parlaient russe et yiddish, surtout russe, et ils n'ont pas voulu que leurs enfants continuent à même utiliser la langue à la maison pour s'habituer et apprendre vite le français, parce que pour eux, c'était la liberté, l'intégration. alors, pour préparer cette émission, en préparant cette émission, je suis allé voir sur le site du mémorial de la Shoah et j'y ai appris, on apprend que votre arrière-grand-père, Israël Noroditsky, donc qui est né le 18 janvier 1876 à Odessa, a été déporté par le convoi 67 du 3 février 1944 et il a été gazé à Auschwitz. Oui. Vous m'apprenez les dates, je savais évidemment sa déportation, celle de tous les hommes de la famille d'ailleurs, lui, ses 2 garçons, ses 2 fils, les 7 autres enfants étaient des filles qui ont échappé. C'est aussi une histoire française, ce sont des gens qui se sont intégrés, qui venaient d'ailleurs, qui ont trouvé dans la France cet accueil, qui ont vécu l'antisémitisme et je crois, parce que je n'ai que des récits pudiques d'ailleurs et parcellaires, qu'ils l'ont vécu durement, mais que pour eux, ça n'entachait en rien leur amour de la France. Mais pendant la guerre, ils ont vécu la dénonciation et la déportation. Dénonciation, donc ils ont été dénoncés, Oui. ils vivaient à Marseille, et donc ils ont été déportés. Et je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine émotion chez vous Oui. quand vous parlez de cette filiation. Oui, parce qu'à la fois, elle a toujours été dans la famille et dans ma construction personnelle, et on en parlait peu. Pourquoi un non-dit, quoi. Un tabou. Ouais, un non-dit, une pudeur, sans doute un sentiment, parce que beaucoup d'autres dans la famille, qui heureusement ont été sauvés, n'ont pas été d'ailleurs même inquiétés ou déportés, mais s'étaient cachés pour éviter cela. Et ont changé d'identité, donc il y avait beaucoup de, et je le comprends d'ailleurs pour cette génération, celle de ma grand-mère, de volonté, non pas de cacher, mais je crois de garder une réserve, d'avoir un sens du secret, parce qu'ils avaient été marqués par cet épisode où ils avaient dû faire des faux papiers, trouver une famille d'accueil, trouver aussi beaucoup de générosité, en même temps que d'autres avaient fait face à l'horreur de la dénonciation puis de cette déportation. Avec quand même, quelque part, Mais- d'après ce que je comprends, une transmission familiale. Oui, Transmission mais- familiale autour de la vigilance, autour de la déportation. oui, parce que tout de suite, très vite, je ne me souviens plus quand, mais j'ai toujours su cette histoire de venir d'une famille juive qui ensuite n'était plus pratiquante. Pour moi, ça voulait dire d'abord l'histoire, parce que je n'avais pas une éducation ni religieuse, ni même culturelle, si je puis dire, de cette famille, de cette histoire, dont je connais peu de choses encore aujourd'hui. Mais une forme de leçon, que ma grand-mère notamment, qui par ailleurs vivait dans mon immeuble, donc je voyais beaucoup, me transmettait. C'était pas une sorte de leçon professorale, comme on dit à un enfant, fais attention, elle n'a pas besoin de le dire. Mhm. Elle disait ce qui s'était passé, qui me paraissait à la fois une évidence, parce qu'elle me l'a dit tout petit. Elle vous disait quoi? Et- Comment elle vous le disait? Comme, comme cela, comme un récit Elle simple. portait une plaie en elle. Sûrement, mais elle ne se plaignait jamais. Il n'y avait ni rancœur personnelle, ni aucune, ça je ne l'ai jamais ressenti, ni aucune rancœur vis-à-vis de la France, de la République. Au contraire, une immense reconnaissance. Jamais ils n'ont pensé quitter le pays ou en vouloir, même s'ils savaient ce qui s'était passé, ce que leurs proches en France, à Marseille, avaient fait. Et alors, l'histoire de votre famille, c'est l'histoire aussi de l'intégration, quelque part. Hein. Complètement, d'ailleurs des deux côtés. D'une parce que intégration. D'une intégration de ces migrants, comme on dit aujourd'hui, j'aime pas ce terme parce que ça donne une impression administrative.
qui ont trouvé, encore une fois, cette chaleur et cet accueil avec les errements et aussi les comportements affreux de certains. Ils ont connu cela dans ces périodes-là, comme on voit les pires, le pire et le meilleur de l'humanité. Puis de l'autre côté, d'ailleurs du côté de mon père, c'est une histoire républicaine aussi, parce que c'est une histoire d'agriculteurs devenant instituteurs, devenant pharmaciens, devenant professeurs. La méritocratie républicaine. Oui, j'ai grandi là-dedans d'ailleurs, une immense reconnaissance à l'égard de l'école en particulier, de l'État, si je puis dire. J'aime ce mot, sans avoir de naïveté sur le fait que ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde, bien sûr. Mais je crois que ces histoires, parfois c'est dans sa famille, parfois c'est chez un voisin, dans un livre, on en a besoin parce que ça nous montre que ça n'est pas systématique, mais que cet espoir est possible et qu'il y a peu d'endroits au monde où il a été possible et où il l'est encore. C'est quelque part le modèle français? Oui, c'est le modèle français dont je connais. Le défendre, ça n'est pas nier ses failles, ça n'est pas nier ses dysfonctionnements, au contraire, c'est avoir un attachement si profond qu'on doit essayer de le réparer, de le défendre, parce qu'on l'a vu au moment de encore l'assassinat du professeur Samuel Paty, les attaques contre la laïcité, on doit l'expliquer, le défendre. Moi, s'il y a une chose pour laquelle je me battrais, c'est cette exigence de la République et cette liberté qu'elle nous offre. Alors vous êtes quelque part, Clément Beaune, un symbole de la méritocratie républicaine. Vous avez fait Sciences Po, le Collège d'Europe de Bruges en Belgique, puis l'ENA, promotion Willy Brandt. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes aujourd'hui, c'est que l'on déteste ses élites et que l'on ne respecte plus les élites et notamment les enseignants? Ça existe, oui, mais c'est un symptôme. Un symptôme de quoi? Un symptôme d'une société qui n'a pas su assez. Je pense que justement, on a considéré que c'était des notions désuètes. L'école, la République, la devise, le drapeau. Moi, je suis, par mes fonctions et par mon engagement, un Européen convaincu, précisément parce que j'aime la France. Et je pense que c'est une chance pour nous. Ça n'enlève pas un gramme de mon attachement viscéral à cette identité, à ces symboles, à ces lieux de mémoire, comme on les dit au sens de Pierre Nora. Et je crois qu'on ne les a pas assez défendus. Ce sont des petits renoncements, des petites lâchetés dans la vie quotidienne, dans la relation entre les hommes et les femmes, dans la tolérance, dans le rapport à l'autorité, aux professeurs en particulier. Donc oui, ça existe. Je ne veux pas jouer, mon jeune âge encore ne me permet pas au vieux con, si je puis dire, mais c'est de tout âge de défendre cette idée. Et encore une fois, ça passe d'abord par l'école. Ça passe d'abord par l'école, mais alors est-ce que quelque part, les intellectuels jouent encore leur rôle, on va dire, de lanceurs d'alerte, peut-être aussi de transmetteurs des valeurs républicaines? Pas assez, je crois. Quand vous avez eu d'ailleurs ces violences, ces débats, après l'affaire Samuel Paty, ce drame qui nous a beaucoup marqué, très peu ont relancé des débats intellectuels sur la laïcité, ont défendu l'État, ont défendu l'école. Heureusement, quelques voix, parfois elles sont décriées, elles sont vues comme presque conservatrices. Quand Caroline Fourest fait son travail, que je considère remarquable, de défense de la laïcité, de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui en fait partie, elle fait une œuvre utile, mais elle est menacée, elle est attaquée. Est-ce qu'elle est aujourd'hui, je prends cet exemple, on peut en trouver quelques autres, heureusement, est-ce qu'elle est aujourd'hui vue comme une figure du débat intellectuel soutenu par tous? Non. Et je ne dis pas que ça a été mieux dans d'autres périodes. Les années 80, on voyait des manifestations sous les fenêtres de Robert Badinter. Bon. Et ma grand-mère me disait d'ailleurs, elle-même, dans les années 60. Votre grand-mère, Rose. Rose, oui, dont on a parlé tout à l'heure, elle me disait qu'elle avait été une fois dans un taxi où le chauffeur de taxi lui avait dit, je ne sais pas comment, mais enfin peu importe, moi les juifs les sors à 2 km. Elle était juive. Elle est sortie. Bon, donc je veux dire, n'idéalisons pas ce qui s'est passé. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a été sans doute un peu trop faible. Et par rapport à la défense de la laïcité? Oui, et on le sait, le drame des démocraties, c'est d'arriver à être libre sans être faible. Leur immense avantage, mais leur fragilité, c'est cela. Alors justement, dans l'actualité, il y a un fait qui a une certaine, comment dire, un certain lien avec ce que vous dites. Le maire d'Ollioules dans le Var a voulu rendre hommage au professeur Samuel Paty, donc décapité, c'était le 16 octobre dernier par un terroriste islamiste. Il a voulu donc lui rendre hommage en donnant son nom à au collège de sa commune. Mais voilà, le maire a dû renoncer à ce projet. Pourquoi? Parce qu'une partie,
non négligeable des professeurs, dont la responsable du SNES, Sandrine Olivier, et je cite son nom parce qu'il faut le citer, une partie aussi des parents d'élèves, ont refusé donc que cet hommage soit rendu à Samuel Paty à travers le fait qu'on ait pu donner son nom au collège. Pourquoi ? Parce que cette responsable du SNES a dit, et je la cite, on ne veut pas que notre collège devienne une cible. On ne veut pas devenir une cible. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il ne faut jamais renoncer. Après, moi, je ne veux pas personnaliser. Ce que je peux comprendre quand on est parent, quand on est professeur, c'est pour sa sécurité. Pour moi, c'est plus facile de vous dire ici, pas de lâcheté, ils ne doivent rien céder. Mais je le pense profondément. On ne doit rien céder, même quand c'est dur. Mais la responsabilité des autorités républicaines, dans l'éducation nationale, ailleurs, c'est de protéger aussi. Parce que sinon, on demandera à chacun de faire cet arbitrage. Mais il faut ce courage, quand je parlais de petits renoncements, il faut que chacun, on a été menacé. Je ne donne aucune leçon parce que moi, je n'ai jamais été une victime de quoi que ce soit, très peu de choses. Et donc, quand un professeur est menacé, je comprends qu'il ait peur dans sa chair. Mais là, il n'était pas menacé. Est-ce que quelque part... Non, je vais vous poser la question simplement, hein, brutalement. Est-ce que quelque part, c'est pas de la lâcheté ? Est-ce que c'est pas ça l'esprit de Munich ? Encore une fois, je veux pas qu'on renonce s'il y a un projet de cette nature à Hollywood ou ailleurs. Jamais. Mais ça, ce projet est enterré. Non, mais il faut y revenir. Ça se posera ailleurs. Il faut y revenir. Il faut le défendre. Il ne faut jamais céder. Mais il faut qu'on se donne les moyens de protéger. Parce que si un professeur, on ne peut que le déplorer, est menacé parce qu'il défend, parce qu'il enseigne sur la Shoah, parce qu'il défend la liberté d'expression, et heureusement il doit le faire, il ne doit jamais arrêter de le faire, jamais, malgré les menaces. Mais il faut aussi qu'on le protège de ces menaces. Ça, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'Éducation nationale, de la police nationale. On le fait d'ailleurs, mais il faut qu'on le fasse encore davantage, sinon on n'est pas honnête qu'on est responsable politique et qu'on appelle à ce courage. Mais oui, bien sûr, moi c'est mon obsession. Tous les jours, on peut, chacun d'entre nous, vous, moi, être complice d'un esprit de Munich. Qu'est-ce que c'est ? C'est le renoncement facile. Et c'est le cas dans le cas de ce oui, mais je veux aller au-delà. Oui, ce que vous me décrivez le montre. Mais, l'esprit de Munich. Hein. Oui, mais il est partout dans la société. Il nous menace chacun d'entre nous. Il est où, par exemple ? Mais quand vous assistez, j'imagine qu'on l'a tous vécu, à une insulte homophobe, antisémite, raciste. En se taisant. C'est la même chose à la fin, en se taisant, ne le dénonçant pas. Ou pour des drames, on a vécu ces affaires ces dernières semaines, sexuelles ou autres. Quand on ne dit pas, on est complice. Et tous les jours, on est confronté, chacun d'entre nous, à plus ou moins grande échelle, à ce choix entre dire et prendre un risque, ou ne pas dire et préparer nos sociétés à cet esprit du renoncement. Alors, une question personnelle, c'est pour ça que vous avez dit, c'est pour ça que vous avez fait votre outing quelque part, que vous avez expliqué dans le magazine Têtu en décembre 2020 que vous étiez homosexuel ? Oui, d'abord, c'est pas... Je ne cherche pas à être... Je ne vais pas donner une grande leçon d'histoire avec moi-même, ça serait ridicule. Mais oui, il y a un peu de ça, parce que je l'ai fait à l'occasion, et ça compte, parce que je ne l'aurais pas fait autrement, je crois, d'une interview sur le respect des droits, la défense des droits LGBT en Pologne et en Hongrie. Et j'ai hésité, et je l'ai fait parce que d'abord ça se dit encore aujourd'hui. On le dit, chacun a son histoire personnelle, à sa famille, à ses amis, à ses proches. Donc être homosexuel... On le dit, mais il y en a beaucoup qui le cachent. Hein. Oui, mais... C'est ce qui signifie que quelque part... Mais justement, je ne prétends pas être un modèle ou un porte-parole. Ce n'est ni mon rôle, ni mon tempérament. Mais ce serait une forme d'arrogance. Mais il y en a effectivement qui ne peuvent pas le dire. Beaucoup. En France encore aujourd'hui. Y compris au sein de leur famille. Hein. Bien sûr, y compris au sein de leur famille. J'ai vu tellement de familles où on pensait que c'était facile, que les choses étaient apaisées, que la famille était progressiste, ouverte. Des amis qui l'ont dit et les réactions parfois étaient violentes, dures. Moi, je vis à Paris, j'ai grandi à Paris, c'est globalement, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, plus facile. J'ai pas eu de problème. Très peu. Mais je sais que par des amis, par des récits, par des associations, parce qu'on voit malheureusement... Ce qu'on voit à Paris et beaucoup aussi dans les banlieues. Hein. Oui, dans les banlieues, mais pas que dans les banlieues. Pas que dans les banlieues. Ça peut être difficile. Et donc, j'aurais trouvé ça étrange, finalement,
de me donner à moi-même le sentiment que je cachais quelque chose, et puis je préfère dire les choses plutôt que subir des rumeurs, des on-dit. Parce que, Voilà. parce que, Et je suis attaché, ça fait partie de mon histoire personnelle, justement à... souvent, c'est plus facile de ne pas dire que de dire. Et donc, il faut parfois aussi prendre sur soi pour verbaliser. Ça fait partie de ce combat. parce que quelque part aussi, racisme, antisémitisme, homophobie, ils ont en commun le rejet de l'autre. Ouais. Et si on fait notre examen de conscience, on a tous une forme d'intolérance Bien sûr. au fond de nous. C'est un travail de surmonter cette intolérance. Et si chacun, à partir de son expérience personnelle, parce qu'on a une famille qui a connu la déportation, parce qu'on a soi-même une orientation sexuelle qui fait l'objet encore aujourd'hui, pas forcément pour soi, mais en général, de discrimination. Je ne me pose en rien en victime, ce serait indécent parce que je ne le suis pas. Et par exemple, l'histoire de ma famille qu'on a retracée rapidement, cette déportation ne me donne aucun droit. Est-ce Elle me donne une responsabilité est-ce que quelque part, de parler. vous avez ressenti de l'antisémitisme ou de l'homophobie? Peu. Une fois. C'est-à-dire? À Paris, une tentative, heureusement, d'agression physique homophobe. Mais je l'ai très peu vu, et à l'échelle de ce que vivent beaucoup de gens, c'est rien, honnêtement. Mais d'abord, j'ai été confronté, malgré tout, à une haine que je ne comprenais pas. Vous avez quel âge? J'étais étudiant, j'avais 23 ou 24 ans. Mhm. Je n'étais pas tout jeune. Je savais ce que c'était. Mais c'est pas pareil de le vivre, même si m'est rien arrivé à la fin. J'étais protégé, je lui ai échappé. Mais je pense que d'une certaine façon, c'est une leçon, et qu'on doit essayer de partir de cette petite difficulté, douleur ou expérience personnelle pour en faire un combat. Chacun le vit à sa façon, par un engagement associatif, par un engagement public, par un témoignage. Mais ça ne nous donne pas de droit, ça nous donne une responsabilité quand on a, dans son histoire personnelle, familiale, vécu une douleur ou un drame. Il faut le transformer. Alors, on poursuit sur votre parcours. Donc, il y a eu l'ENA. Ensuite, on passe les années. 2012, c'est la rencontre avec Jean-Marc Ayrault. Ça a compté ces années à Matignon? Oui, alors j'ai effectivement, comme beaucoup et d'assez loin, participé à la campagne présidentielle de 2012 pour François Hollande à l'époque. Et j'ai rejoint le cabinet de Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre, que je ne connaissais pas, qui m'a fait confiance. Et oui, d'abord, il a aussi renforcé ma conscience et mon engagement européen, qui était chez lui sans doute viscéralement enraciné. Et une certaine éthique du sérieux, de la sobriété. Je sais qu'on le lui a reproché. Moi, je considère qu'il m'a donné une leçon à cet égard. Et puis, à titre personnel, c'était une première expérience politique au sens large. Je n'étais pas aux premières lignes, j'étais conseiller d'eux. Mais la confrontation au pouvoir, à cette dureté, à ces coups, à ces décisions, à la difficulté de ces décisions, c'était l'expérience probablement la plus formatrice. Et alors, 2014, c'est votre arrivée à Bercy auprès d'Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'économie, avant de rejoindre avec lui ou auprès de lui l'Élysée en 2017. Est-ce que vous pressentiez, donc en 2014 ou éventuellement un peu après, qu'Emmanuel Macron pouvait devenir un jour président de la République, en tout cas qu'il ait cette ambition? Non, je ne le savais pas. Je ne m'étais pas posé la question, pour tout vous dire. Je l'avais connu rapidement quand il était conseiller de François Hollande. Je travaillais pour Jean-Marc Ayrault, on se croisait de temps en temps. Et puis il a été nommé ministre, ce qui pour moi était inattendu. Et il m'a proposé, ce qui était tout aussi inattendu, de le rejoindre. Et j'étais heureux de pouvoir justement assister, c'est ça que j'avais en tête, à une sorte de rafraîchissement. Un jeune en politique qui voulait s'engager, dont je connaissais l'esprit d'innovation, d'optimisme qui m'avait toujours marqué. Et je me disais que c'était une aventure à vivre, mais je ne savais pas où elle mènerait. Donc elle vous a mené donc à l'Élysée, ensuite ministre, secrétaire d'État aux Affaires européennes. La crise sanitaire, Clément Beaune, elle bouleverse tout aujourd'hui? Oui, elle bouleverse nos vies d'abord. Donc, c'est une des rares crises pour plusieurs générations qui la vivent en ce moment, qui touche tout le monde. Dans le monde entier? Dans le monde entier d'abord, en Europe, de la même façon à peu près partout, et violemment. Et en France, dans nos vies, tout le monde aura fait l'expérience de la Covid. Et j'allais dire, malheureusement, tout le monde n'est pas égal par sa santé,
son logement, ses revenus, etc. face à la Covid. Mais quand même, tout le monde aura vécu cette expérience un peu surréaliste d'être entravé, d'être inquiété, une espèce de menace invisible, mais dont on connaît la présence, dont on voit chacun dans nos entourages qu'elle peut toucher, frapper. Et elle emporte évidemment dans ce moment à peu près tout, même si je crois que chacun d'entre nous a une forme de résilience et de résistance personnelle qui fait qu'on a envie toujours de se projeter sur autre chose, de faire autre chose. Et donc on est dans cette espèce de tension où la Covid est là, on le sait, et en même temps on ne veut pas se laisser enfermer pas enfermer au sens des restrictions, mais enfermer au sens de nos occupations, de notre esprit qui serait trop habité par cette épidémie. Alors le coronavirus est venu de Chine il y a un petit peu plus d'1 an. La question qu'on peut se poser, qui est peu posée d'ailleurs, est-ce que la Chine doit contribuer à, entre guillemets, la réparation des dégâts qu'elle a fait subir à l'économie mondiale? Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est quand même à cause de ce qui s'est passé en Chine. Faut quand même pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait responsabilité. Ce qu'on demande aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé en particulier, c'est, on n'en est pas encore tout à fait là, qu'il y ait la transparence. La première responsabilité des Chinois, c'est qu'on puisse reconstituer exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour éviter que d'autres pandémies puissent voir le jour. Moi, ce qui m'inquiète plus, pour être tout à fait franc, puisqu'on parle de la Chine, c'est la dépendance supplémentaire que cette pandémie aura créée à l'égard de la Chine. On va regarder ses responsabilités. Il faudra sans doute réformer l'Organisation mondiale de la santé. La Chine a une stratégie habile qu'on a parfois trop laissé faire d'influence dans ces grandes organisations, pas que l'OMS, mais plus généralement de dépendance du reste du monde vis-à-vis d'elle. Notamment en matière de médicaments. Hein. Les médicaments, la production électronique, bien sûr. Je crois que le logiciel des Européens, pas que des Français, qui sans doute étaient sur ce point en avance, s'est retourné. C'est-à-dire l'idée d'une naïveté, d'une dépendance finalement anodine est passée. Mais la pandémie va accélérer cette prise de conscience. Donc ça veut dire que rien ne sera plus comme avant? Je me méfie toujours de cela, mais je crois que non. Enfin, il faut que plus rien... Il faut. Dans toute crise, on l'a vu sur l'Europe, on doit chercher le renforcement, on doit chercher les leçons. Et je pense que les gens auront une aspiration à autre chose et une mémoire aussi, effectivement, de choc qu'on a vécu quand on a découvert qu'on produisait... les 2/3 aux 3/4 des médicaments de base en dehors de l'Europe, qu'on ne savait plus le produire. On l'a heureusement rattrapé, on a réussi déjà à tirer des leçons en produisant des masques, mais qu'au début on ne savait pas le faire. Qu'on avait laissé passer, non pas des grandes technologies partir, mais des choses extrêmement élémentaires, qui devenaient souveraines tout à coup, qui devenaient essentielles. Eh bien, je pense que c'est un autre rapport au commerce, c'est un autre rapport à l'échange, c'est un autre rapport à la dépendance mondiale. Et alors, quand vous voyez, Clément Beaune, ce qui se passe autour de nous, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes, donc ce qui se passe dans les autres pays, notamment européens, mais ça se passe aussi ailleurs, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la France? C'est-à-dire quand vous voyez toutes ces manifestations, ces demandes de faire en sorte que l'on fasse comme s'il ne se passait rien? Sur le confinement, sur les restrictions. Sur les restrictions, oui. Ce qu'on voit ailleurs en Europe. Ce qu'on voit ailleurs en Europe. Oui, nous avons vu ce qui s'est passé par exemple aux Pays-Bas, où c'était une réaction au couvre-feu. La vérité, c'est qu'on ne sait pas jamais comment les choses vont réagir. Moi, ce qui m'inquiète... Il y a des manifestations violentes dans un certain nombre de pays. La France, d'ailleurs, n'a pas manifesté cela. Je pense que c'est parce que, contrairement aux clichés qu'on véhicule parfois, nous sommes responsables, plus qu'on ne le dit. On a un attachement, même si on râle, même si on critique, même si on invective, on a un attachement à l'autorité publique et à l'espace commun. Pas toujours. On a vu des émeutes, on a vu des manifestations violentes, encore récemment. Bon. Mais je crois que il y a un sens du collectif dans ces moments-là. Ce à quoi il faut faire, je crois, plus attention, c'est les effets de long terme, c'est une espèce de déprime ou de décrochage à l'école, dans la santé mentale, que cette crise pourrait entraîner. C'est ça qui aujourd'hui nous anime pour essayer de trouver le bon équilibre. L'école en particulier, on y revient. C'est tellement important. On s'est battu, d'ailleurs je le rappelle là-dessus, puisqu'on fait beaucoup de comparaisons. On est le pays qui, au jour où nous parlons, a été le plus ouvert d'Europe. Ce que je veux dire, c'est que les écoles sont restées, nous les avons malheureusement fermées au début, premier confinement, au printemps 2020, mais on les a rouverts plus tôt et on ne les a pas refermés par rapport aux autres. Il y a des situations très douloureuses à l'université, par exemple. Donc cette transmission, cet enseignement, on cherche des solutions. Parce qu'on voit bien que être décroché du groupe, être décroché de la vie collective, être décroché de l'apprentissage, au sens large du terme, de l'éducation, c'est un drame personnel et ça peut être un drame pour une génération. C'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui, plus que
bien sûr, ça compte, mais plus que des mouvements de court terme. Alors, en tant que secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous êtes aussi concerné par ce qui se passe au niveau des vaccins, au niveau de la stratégie vaccinale aussi bien française qu'européenne. On comprend pas très bien ce qui se passe avec les laboratoires pharmaceutiques produisant des vaccins. D'abord, est-ce que Pfizer a une juste interprétation du contrat signé avec l'Europe en livrant 20% de flacons en moins, partant du fait qu'un flacon contient 6 doses et non pas 5? Non, alors là, il y a beaucoup de questions différentes. Ce que vous dites sur les doses, il n'y a pas de réduction des livraisons à ce titre. Il y a un débat qui est un débat d'abord scientifique pour savoir, sans être trop technique, si chaque flacon peut donner lieu à 5 doses ou à 6 doses. Et a priori, Pfizer dit c'est 6 doses. Hein. Non, c'est pas Pfizer qui dit, c'est nous qui avons demandé aux autorités sanitaires et qui nous ont dit qu'on pouvait, oui, prélever une 6e dose. Et Olivier Véran dit c'est 5,99. Oui, dans tous les cas, pour faire clair et simple, dans tous les cas où on peut prélever 6 doses, on le fait aujourd'hui. Et de plus en plus, nous sommes capables techniquement de le faire. Puis ensuite, il y a des contrats qu'on a signés par dose et avec un prix fixé. Et si une dose donnée, un flacon donné, peut donner lieu à plus de doses, c'est en soi une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à production donnée, on peut vacciner plus de gens. Donc ça ne doit pas être une excuse pour faire moins ou pour livrer plus tard. Avec Pfizer d'ailleurs, il faut quand même souligner les choses quand elles sont positives. D'abord, le vaccin a été rapide, on a recommandé 300 millions de doses au niveau européen et on a évité que le retard qui était annoncé perdure. Il a été limité à 1 semaine et maintenant on reprend la cadence et on l'accélère. Avec des commandes supplémentaires. Il y a un sujet qui est en train d'être clarifié pour un laboratoire qui est AstraZeneca. Alors justement, AstraZeneca, donc il y a un mystère autour d'AstraZeneca qui ne livrera que 4,6 millions de doses à la France de son vaccin contre la Covid d'ici à la fin du mois de mars, soit la moitié de ce qui était attendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? C'est ça ou est-ce qu'il y a un gros problème? C'est ça c'est un problème en soi, mais c'est ça qu'on essaie de déterminer avec la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, savoir ce qui se passe. S'il y a un problème industriel, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça peut arriver. Et regardons quand même si on est tous, on en a marre, et donc on veut se faire vacciner vite, on veut sortir de tout ça. Et le vaccin est l'espoir. Et tant mieux, mais on l'a développé en moins d'1 an. Il est produit plus vite qu'on ne le prévoyait il y a encore quelques semaines. Donc s'il y a un problème, un pépin industriel, si je puis dire, il faut le savoir, ça peut arriver, on le comprendrait. Et vous y croyez à ce pépin industriel? Si c'est un pépin industriel qui donne lieu à une réduction de livraison pour l'Europe et pas pour les autres, voilà. Ça c'est un problème. Alors pas pour les autres, raison. Quand vous dites aux Britanniques. Voilà, quand vous dites pas pour les autres, c'est les Britanniques. Avec cette déclaration de Michael Gove, c'est le ministre d'État de Boris Johnson, qui dit il est hors de question de livrer aux Européens les vaccins des usines AstraZeneca situées en territoire britannique. En clair, le mystère AstraZeneca ressemble quelque part à une entourloupe britannique, non? Non, moi je veux pas être dans le soupçon, dans le complot, mais il faut être dans la clarté. C'est une question que je vous pose. Non, mais je vous le dis, il faut être dans la clarté et la transparence. En ce moment même, au moment où nous parlons, il y a une enquête qui est en train de finaliser pour voir précisément ce qui a été livré en Europe et au Royaume-Uni à partir des usines qui produisent en Europe. Et nous avons ce vendredi... Donc notamment en Belgique. Hein. Exactement. Nous avons ce vendredi, au niveau européen, mis en place une autorisation d'exportation. Concrètement, toute dose de vaccin qui doit quitter le territoire européen doit faire l'objet d'une autorisation parce qu'elle est produite sur notre sol, quelle que soit la nationalité du laboratoire, pour vérifier qu'il peut y avoir des livraisons ailleurs, dès lors que nos contrats sont respectés, mais on respecte d'abord nos contrats. Et donc c'est ça qu'on vérifie. Il peut y avoir un problème industriel. S'il y a une préférence qui a été donnée aux Britanniques par rapport à nous, là c'est un problème. Je ne le sais pas. Et vous y croyez c'est quoi la thèse qui est la vôtre? Je ne sais pas. Moi je ne veux pas avoir de thèse par avance. Il faut les étayer scientifiquement. C'est des accusations graves. Donc ça ne se fait pas à la légère. Il faut toute la clarté. Le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est que ça soit transparent, qu'on retrace les livraisons, c'est ce qu'on est en train de faire, et qu'ensuite le laboratoire et la Commission européenne mettent sur la table ce qui se passe exactement. Ce qui est très important, parce que moi j'insiste toujours sur l'Europe. Je défendrai bec et ongle ce cadre européen d'achat des vaccins parce qu'il est bon. Imaginons ce qui serait passé si aujourd'hui chaque pays européen, la France, l'Allemagne, les autres, étaient en train de négocier, de passer ses coups de fil pour les doses. On ne gagnerait pas forcément cette compétition, ça serait la guerre en Europe, peut-être même littéralement. Et la guerre peut-être à l'intérieur du pays parce qu'il y a un certain nombre de régions, de municipalités. Quand les régions nous disent « moi je vais aller négocier dans mon coin », il faut savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement vous auriez plus de doses en Île-de-France qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de doses en Grand Est qu'en Nouvelle-Aquitaine. Moi c'est pas de ce pays-là que je veux. Et je veux pas de ça pour l'Europe parce que c'est une question d'éthique, mais c'est une question même d'intérêt. Imaginez ce qui se passe si la France est bien vaccinée et pas l'Allemagne ou vice-versa. On réimporterait immédiatement le virus parce qu'on peut se barricader, il y a quand même des mouvements inévitables. Donc c'est une folie de croire qu'on s'en sortirait mieux si on se divisait. En revanche, moi je crois à une Europe qui défend ses intérêts. Et s'il y a problème, je ne dis pas qu'il y a problème, mais s'il y a un problème et qu'on a privilégié d'autres destinations, d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni à nous, là on défendra nos intérêts. De quelle manière? En faisant respecter nos contrats. Les contrats, ce n'est pas des engagements moraux.
c'est des engagements juridiques. Tout le contrat, il peut être sanctionné par des pénalités, des sanctions, s'il y a... Par le non-paiement de ce qui est dû par à exemple, AstraZeneca, par exemple. Oui, ou la non-commande de doses supplémentaires, ou des pénalités. Tout ça est prévu par les contrats, et c'est normal dans un cadre juridique. Mais je ne dis pas qu'il faut en arriver là, je dis d'abord qu'il faut faire la clarté, et moi je ne veux pas une Europe qui cache les choses ou qui ne défend pas ses intérêts. Et je crois que ce qu'a fait la Commission cette semaine, à notre initiative notamment, faire la transparence, hausser le ton, c'était ce qu'il fallait faire. Boris Johnson, il peut jouer un mauvais coup à l'Europe et à la France ou pas? Je ne sais pas, encore une fois, je ne veux pas faire de mauvais procès. C'est une hypothèse que vous pouvez avoir en tête? Je veux pas. Est-ce que c'est pas une conséquence du Brexit d'ailleurs? Non. Alors non, c'est pas une conséquence du Brexit parce que ce que fait le Royaume-Uni, un pays européen, s'il le souhaitait, pourrait sortir du cadre et le faire. Ce qu'a fait le Royaume-Uni concrètement, c'est souvent d'accélérer les procédures en prenant, c'est un fait, plus de risques dans les campagnes de vaccination, aussi avec une situation sanitaire qui est douloureuse et qui est difficile, donc on peut le comprendre, mais qui n'est pas la situation de la France et de l'Union européenne. Il faut regarder les choses quand on compare. Quand on compare, on dit en Israël ça va beaucoup plus vite, c'est vrai, mais il y a un accord pour transférer des données médicales au laboratoire Pfizer. Je ne crois pas que ce soit le modèle que les Européens veuillent. Au Royaume-Uni, il y a eu une prise de risque, je ne dis pas n'importe quoi, mais une prise de risque qui a été faite sur l'espacement entre les injections de doses, sur l'utilisation de tel ou tel vaccin sur les populations, sans tenir compte de restrictions scientifiques, etc. Et donc, les Européens, je crois, n'accepteraient pas, à juste titre sans doute, cette prise de risque avec leur santé. Et donc, je crois que ce qui apparaît parfois, qu'il y ait des lenteurs qu'on puisse surmonter, c'est un fait, faisons-le. Très bien. S'il y a des lenteurs qui sont liées à de la prudence et à de la recommandation scientifique nécessaire, là je crois qu'il faut la respecter et que c'est aussi notre modèle malgré tout. Dernière question sur ce sujet, c'est le retard de livraison de Pfizer, d'AstraZeneca et de Moderna. Est-ce qu'elles remettent en cause l'objectif du gouvernement qui est de vacciner tous les Français d'ici à la fin de l'été? Non, alors l'objectif que nous avions annoncé, c'est de faire le maximum d'ici la fin de l'été. Et Olivier Véran, Agnès Pannier-Runacher l'ont rappelé cette semaine, 15 millions de personnes vulnérables à l'horizon du mois de juin. Ça reste notre objectif. Alors on assiste, autre sujet, Clément Beaune, depuis 2017, à une recrudescence de discours de haine, de l'omniprésence de la violence dans la rue, et même au sein du débat politique, une remise en cause aussi des décisions démocratiques, y compris à une délégitimation de l'élection du président de la République et des députés. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie, voire avec les valeurs de la République? Et comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Non, je pense qu'il faut toujours faire attention à... Moi, j'ai un immense respect pour les institutions et le vote. Je crois qu'il ne faut pas considérer que... On a tendance à considérer que le vote, ça a été anecdotique. Quand on met un bulletin dans une urne, on choisit un maire, un député, un président de la République pour une durée 5, 6 ans. Ça nous engage, c'est un geste sérieux. On ne va pas considérer qu'il y a mieux que cette légitimité de l'élection, laquelle ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des moments de respiration, de participation. C'est pas la rue qui doit décider, quoi. Non, ça ne veut pas dire que quand il se passe quelque chose dans une société, quand il y a un mouvement social, on a vu le mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas l'entendre parce que ça veut dire quelque chose. Il ne faut pas confondre une protestation, une colère sociale à laquelle je pense qu'il faut répondre en ouvrant la discussion, en prenant des mesures comme on l'a fait, et une sorte de légitimité parallèle, hors élection, parce que ça, je crois que c'est l'essence de la démocratie. On parlait de ne pas renoncer, de ne pas être lâche. Ça fait partie de la défense ferme de nos principes. Comment vous expliquez cette haine contre Emmanuel Macron? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si elle est spécifique. On a malheureusement dans notre société, par le jeu des réseaux sociaux, de l'information permanente, du déversement continu, on a une société qui est plus haineuse qu'elle pouvait l'être il y a quelques années. Et je crois que ça, il faut l'avoir toujours en tête. Ça peut paraître une banalité, et tant mieux si elle est. La violence verbale ne s'arrête jamais aux mots. D'abord, elle peut gravement blesser, mais ceux qui commencent anonymement à déverser des insultes, des mots d'une extrême gravité... Ça peut conduire à la violence. Bien sûr, ça conduira toujours à la violence physique. On l'a vu d'ailleurs aux États-Unis récemment. Alors, un sondage Harris Interactive publié lundi par l'Opinion, place Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour, 26-27 pour Le Pen, 23-24 pour le président Macron, et au coude à coude au second tour, 48% pour elle, contre 48% pour elle, contre 52% pour celui qui devrait être le président candidat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que quelque part, il n'y a pas le feu au lac? Il ne faut pas, je peux dire, se décider ou juger des choses en fonction
d'une enquête d'opinion, d'un sondage. Mais ce que ça veut dire, Est-ce que ça veut dire que le pire est possible? Mais bien sûr. Et le pire, pour vous, c'est Marine Le Pen présidente? Je pense que ce serait immensément grave, mais je ne suis pas un pessimiste. Mais il faut regarder l'histoire avec les yeux ouverts et le sens de ce qui s'est passé. On n'est jamais à l'abri. Ça n'est pas une garantie d'être dans un espace, une Europe apaisée, un pays démocratique. Ce n'est pas une garantie que ce sera toujours le cas. Et au-delà de ces grandes bascules, je pense que croire que ce qui nous paraît être redoutable, dangereux, voire très dangereux, ne peut pas arriver, ne pas y croire, ça, c'est aussi un début de lâcheté et de renoncement. Il faut ne pas se résigner, combattre politiquement, démocratiquement en l'occurrence, mais ne jamais penser que je ne crois jamais au retour de l'histoire, mais que nous avons définitivement écarté les menaces. Pour vous, Marine Le Pen présidente, c'est possible? Oui, c'est possible si on ne se bat pas. Il faut se battre, toujours. Moi, je ne considère pas que personne n'a un droit à, personne n'a une garantie de, personne n'a une sécurité absolue. Croire en politique que ce qu'on pense impossible, impensable n'arrive pas, nous l'avons vu. Moi, vous savez, j'étais en charge des questions européennes auprès d'Emmanuel Macron quand le Brexit est arrivé. Peu de gens croyaient que c'était possible. Pas la même chose, c'est arrivé. Donc tout est possible? Bien sûr, toujours, tout est possible, tout est ouvert. Mais le pire n'est jamais sûr et on peut l'éviter, ça ne dépend que de nous. Alors, on se quitte sur cette phrase, ça ne dépend que de nous. Merci Clément Beaune d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.